écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis de Radio Ma'arif pour un nouveau podcast Histoire consacré aujourd'hui à l'histoire de la communauté juive marocaine. Pour nous en parler, monsieur Albert Sasson. Alors je pense que pour décrire tous les titres de monsieur Sasson, il faudrait le podcast en entier. Sachez, et c'est presque des titres que je prends au milieu d'une longue liste, qu'il a été le premier Marocain à être agrégé de l'Université de Paris, qu'il est professeur d'enseignement supérieur spécialisé en microbiologie, qu'il est évidemment l'ex-doyen de la faculté des sciences, qu'il a eu des grandes responsabilités à l'UNESCO, que vous êtes, je ne sais pas ce que je peux rajouter, monsieur Sasson, bienvenue dans notre podcast. Merci beaucoup. Et je voudrais commencer par corriger une petite chose. Je vous en prie. Je n'aime pas le mot communauté. Très bien. C'est exactement la première question par rapport au vocabulaire qu'on va utiliser dans le podcast. Parce que, vous vous souvenez peut-être, il y avait en France un président de la République, monsieur Mitterrand, François Mitterrand, qui avait souvent dit et répété « J'ai horreur du mot communauté ». Je n'aime pas qu'on me parle de la communauté musulmane, je n'aime pas qu'on me parle de la communauté juive, de la communauté protestante. Il y a des Français. Alors, ils peuvent avoir différentes origines, ils peuvent être de cultures variées, de religions différentes, mais pour moi, la France est peuplée de Français. Et bien, pour moi, je dirais la même chose. On a utilisé le mot communauté parce que c'était au temps de la colonisation qu'on a commencé à dire il y a la communauté juive, il y a la communauté berbère, il y a la communauté musulmane. Et on a essayé de nous diviser. Mais en vérité, nous, juifs, marocains, je suis une composante de la nation marocaine, une partie, aujourd'hui infime, mais on s'entend jusqu'à 200 000, 300 000 personnes. Nous comptions. Pour rester sur le vocabulaire, est-ce qu'il faut définir donc vous comme un juif marocain ou un marocain juif ? Je suis un Marocain de culture ou de religion juive, parce que dans le mot juif, vous pouvez être un homme pieux, respectant les préceptes de la loi mosaïque, etc., mais vous pouvez être de culture, c'est-à-dire respectant des valeurs qui sont à l'intérieur, comme vous pourriez être un musulman, qui croient en des valeurs de liberté, de justice, de solidarité, sans être nécessairement quelqu'un qui prie 5 fois par jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien la différence entre le culte et les valeurs, donc, bien sûr. Moi et mes enfants, nous sommes de culture juive. On ne peut pas le nier. Nous n'avons pas connu les pogroms, nous n'avons pas connu Auschwitz, etc. Tant mieux pour nous, puisque nous étions au Maroc. Nous étions à peu près protégés. Donc, si vous voulez, cette composante a toujours été présente. Et elle était présente dans la nation, c'est-à-dire mélangée dans des espaces, n'est-ce pas, proches les uns des autres, même s'il y avait un mlah. Mais c'était parfois une façon de les protéger des razzias. C'était pas obligatoirement pour faire une ségrégation spatiale. Et donc, que vous preniez par exemple les Marocains juifs dans le monde rural, dans le fin fond du Maroc, au fin fond, à l'époque c'était de l'anti-Atlas. Oui. Eh bien, ces gens-là, ils étaient côte à côte. Et vous pouviez, en regardant un juif, sauf s'il portait... pas le distinguer. Pas le distinguer. Et quand il était dans son atelier à broder ou à tisser, ou dans son champ, parce qu'on nous a souvent décrits comme des purs commerçants, ce n'est pas vrai. Il y avait des gens de la production primaire, il y avait des agriculteurs, il y avait des producteurs d'olives, de céréales, etc. Bon, évidemment, on s'est un peu spécialisé après dans les services. On était des colporteurs, on était des vendeurs, oui, c'est vrai. Des tailleurs. Des artisans. Et la preuve en est, c'est que quand ces artisans juifs, marocains juifs, sont partis, pour les raisons que nous connaissons diverses et variées, ils ont été remplacés par des artisans de culture musulmane ou de religion musulmane, mais qui faisaient exactement le même métier, qui produisaient exactement le même type de vêtements, de tapis, de bijouterie. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une intimité sociale et sociologique entre les communautés. Alors bien sûr,
la religion les différenciait, puisque nous sommes dans une nation profondément croyante et religieuse. Donc, le samedi soir, évidemment, dans la partie juive, ça a tout s'arrêté pour reprendre le dimanche. Mais chez les autres, c'était le vendredi. Mais tout cela se faisait dans une entente, je ne dis pas parfaite, parce qu'il ne faut pas non plus Idéalisé. tomber dans l'angélisme. Bien sûr. Il y a eu des moments durs, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des rois qui ont été impitoyables concernant les Marocains de confession juive. Il y avait ce qu'on appelait une judéophobie. Vous voyez, je n'utilise pas le mot antisémitisme, parce qu'antisémitisme, ça s'applique aux musulmans comme aux juifs, puisque nous sommes des sémites les uns et les autres. À quand on peut faire commencer cette histoire des Marocains juifs? J'imagine que c'était bien avant même que le Maroc n'existe. Vous avez tout à fait raison. On peut dater, on a des moyens, c'est de l'histoire, ce n'est pas de la légende, que les Juifs étaient présents au Maroc en milieu amazigh, d'abord dans des comptoirs, ensuite dans des installations rurales de plus en plus reculées, et puis est arrivé, évidemment, l'islam. Oui. Et à ce moment-là, les Juifs étaient déjà là. Par conséquent, historiquement, nous sommes partis du fond de ce pays. Contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas d'aborigènes. Nous n'avons pas de ces peuples autochtones qui étaient là avant tout le monde et qui forment malheureusement aujourd'hui des populations généralement pauvres, isolées, des isolats, n'est-ce pas? Non, nous n'étions pas des isolats. Nous étions évidemment dans le panorama, dans le paysage, mais nous ne comptions pas parfois. On nous a expliqué dans d'autres podcasts que la Reconquista espagnole avait provoqué des grands déplacements de population juive et musulmane qui ont quitté l'Andalousie pour venir s'installer au Maroc, pas seulement au Maroc, mais ça a été dans le pourtour méditerranéen, mais ça a été un grand mouvement de population. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là? Vous avez tout à fait raison. Il y a d'abord eu entre l'Espagne et le Maroc un mouvement de migration dans les deux sens, jusqu'effectivement au moment où les rois catholiques ont réussi à récupérer l'Espagne et donc l'Andalousie. Mais avant cela, il y a eu, par rapport au détroit de Gibraltar, des Juifs qui allaient, qui venaient, etc., qui commerçaient. Et le moment où vous évoquez de l'exil, c'est-à-dire la sortie de l'Andalousie, aussi bien des musulmans que des Juifs, n'est-ce pas? Ces mouvements ont eu lieu à cette époque et les Juifs ont été bien contents de trouver un pays qui les a accueillis, qui était déjà un pays d'islam, de tradition arabo-musulmane. Les Amazirs existaient, bien évidemment, et la langue amazigh était parlée parmi ces communautés juives de l'intérieur. La preuve, c'est qu'ils parlaient le judéo-berbère, c'est-à-dire un mélange entre l'amazigh et l'hébreu. De la même manière qu'ils parlaient le judéo-espagnol, c'est-à-dire un mélange entre le castellano, le castillan, et évidemment l'hébreu. Nous les avons d'ailleurs, nous, petits, connus un peu ces dialectes, parce qu'on les a entendus. Mais ils ont disparu. Ils ont disparu, sauf pour ceux qui les étudient d'un point de vue linguistique dans les facultés de lettres, en Espagne ou même ici. Je pense à Simon Lévy, il nous a quittés il y a quelques années et qui a fait une thèse de doctorat sur la linguistique judéo-berbère, judéo-espagnole en particulier. C'était donc un linguiste. Par conséquent, ce moment que vous pointez du doigt a été un moment extrêmement important. Les Juifs d'Espagne s'enfuyaient pour éviter d'être... La conversion forcée de... Absolument. C'était ou ça ou la mort. Et donc, ils sont... Et même les convertis ont dû faire face à l'Inquisition qui a suivi cette... Ça a été bien décrit. Il y a beaucoup d'auteurs espagnols de grande qualité. Je pense au Basque, qui était un nobelisable et qui avait bien décrit ces questions de conversion ou de crypto-judaïsme, c'est-à-dire des gens qui cachaient leur judaïsme, mais qui, en fait, le pratiquaient de façon... secrète. Mais quand ils sont venus au Maroc, ils l'ont fait, disons, à l'air libre, parce qu'ils se trouvaient dans un milieu où il y avait trois cultures qui coexistaient, ou qui existaient en tout cas, qui étaient juxtaposées.
et qui ont évidemment établi peu à peu des liens. Et ils étaient tous les deux des exilés, puisqu'ils partaient d'un pays pour venir dans un autre, se installer, créer, etc. Ce qui a provoqué évidemment, vous connaissez Tariq ibn Ziyad et les autres, mais nous faisions partie du paysage social, du paysage sociologique, anthropologique, culturel de l'époque. Avec les rois de l'époque, je me souviens d'une anecdote. Un jour, un journaliste a dit à Hassan II, Sa Majesté le roi Hassan II, que pensez-vous, Majesté, de ces mouvements djihadistes, terroristes, etc. Alors, il leur a répondu, à moi, vous me parlez de ces mouvements? Mais nous avons eu une dynastie qui était de ce type. Et c'était qui? C'était les Almohades, c'est-à-dire donc des gens extrêmement rigoureux qui appliquaient le Coran à la lettre et qui évidemment coupaient toutes les têtes qui dépassaient. Et donc, ça a été, rappelez-vous, l'anecdote de Maïmonide qui est venu dire aux gens de Fès, si vous devez protéger votre vie, convertissez-vous. C'est autorisé. Et il est parti à ce moment-là au Caire, où il a accompagné l'émir de l'époque, puisqu'il pratiquait déjà le fameux mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Et comme cet émir était déprimé, il l'a promené, il lui a expliqué un certain nombre de choses, et il a laissé une lettre à ses coreligionnaires du Maroc pour leur dire « Je vous plains, je comprends votre peine, mais je vous répète que s'il faut, au péril de votre vie, vous devez vous convertir et accepter la reconversion. On peut rester sur Maïmonide 2 minutes. Quelle est sa place exactement en fait? Comment on peut le présenter aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas son parcours et l'influence qu'il a eue sur... Écoutez, c'est un homme du Moyen-Âge. C'est un homme contemporain des grands noms de ce que vous connaissez, vous et moi, des grands noms de la science ou de la médecine arabe, Ibn Rushd, Avicenne, Ibn Sina, les autres, il y en a Ibn al-Baytar, etc. C'était pratiquement dans ces moments-là, et c'était la gloire des sciences, des techniques. Les musulmans, certains évidemment du Maroc, d'autres qui venaient d'autres pays, étaient des passeurs. C'est-à-dire qu'ils transmettaient, si vous voulez, l'héritage grec, le traduisaient, le modifiaient, y apportaient des innovations et le passaient. Et donc, ils nous ont rendu un service énorme parce que beaucoup de traités, beaucoup de ce type de choses ont été inscrits. Donc, Maïmonide se place dans ce mouvement. Il était médecin, il était évidemment un éminent talmudiste qui connaissait parfaitement les textes. C'était un homme cultivé, un érudit. Mais sur le plan religieux, d'après ce que mon père m'a dit, d'après ce que j'avais compris, il n'est pas, si vous voulez, pour les orthodoxes juifs, c'est-à-dire ceux qui, c'est comme les extrémistes, qui appliquent de façon à la lettre, sans discuter. C'est un peu trop libéral, vous voulez dire? Oui, il passe pour un homme, si vous voulez, qui... pris trop de liberté avec le texte. Oui, parce que c'était l'homme qui pensait raison et foi. Raison et foi. Donc, comme Avicenne, c'est-à-dire que comment l'homme qui est pieux, qui est bien sûr qui avait la foi, peut quand même raisonner. Et comment ce raisonnement peut jusqu'à la limite s'appliquer à la critique de la foi. Non pas une critique sur le plan, j'allais dire, de la foi elle-même, de la métaphysique, mais comme l'a dit beaucoup plus tard notre ami algérien, son nom me reviendra, la foi, la religion est aussi objet d'étude. On ne peut pas dire non, c'est à part, on n'y touche pas. Non, on peut aussi l'étudier. Vous voulez dire qu'il a appliqué un esprit critique, y compris... Voilà. Alors, donc, il a fait une carrière comme tous les autres. Il était polyglotte, il pouvait parler, écrire en arabe et en hébreu. Il était, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de son temps, de ce temps-là, très glorieux. Et il a terminé sa vie en Égypte, aux côtés du prince qui, à ce moment-là, régentait l'Égypte. Et après, bien sûr, il est interné actuellement en Israël. Il est né où, juste? Je crois qu'il est né, ou en tout cas, il a passé beaucoup de temps à Cordoue. Alors, je ne sais pas s'il est né à Cordoue, mais en tout cas, c'est un Andalou. Mais qui avait fait ce saut à Fès pour voir. Il y a même eu, je pense, une discussion avec Ibn Tufayl et le roi régnant,
où ils sont discutés des religions et du rapport entre la religion musulmane, la religion juive, et il en était sorti assez, disons, malmené. Et il s'est dit, c'est le moment grave, il va y arriver ce qui va y arriver, et il a écrit cet épître, Higeret Ashmed en hébreu, c'est-à-dire une lettre aux éplorés. Et il leur disait, je comprends votre situation, je m'en vais moi-même, je m'en vais en Égypte, mais encore une fois, si vous devez vous convertir pour protéger votre vie, faites-le. C'est ce que dit toujours le judaïsme. En fait, il y a eu peu de conversions. Il y a eu quand même des conversions un peu circonstanciées, peut-être un peu forcées, mais ils ont préféré plutôt vivre un peu opprimés que de se convertir. Dans quelle mesure se mesurait cette oppression? Elle se manifestait comment? Voilà ma question. D'abord par les signaux, c'est-à-dire qu'un juif devait se distinguer des autres en portant un habit généralement noir. Il devait porter une coiffe qui le distinguait des autres au premier, et qui donc payait un impôt. En retour de quoi il était protégé. On parle de quelle période, là, M. Sasson? Ça commence au Moyen-Âge, mais ça va se poursuivre. Oui. Pendant le XVIIe, le XVIIIe, nous étions des dhimmis, c'est-à-dire, selon la règle d'Omar, nous étions dans le livre, nous sommes des peuples du livre, mais nous sommes les protégés de nos coreligionnaires musulmans. Et c'est avec la colonisation et avec une certaine modernisation, parce que la modernité, ça ne veut pas dire 1912, ça a commencé un peu avant, mais c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on a commencé à utiliser ce mot de communauté. Le daïr berbère, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il y avait des berbères, qu'il y avait les autres et qu'il y avait les juifs. Et si vous prenez à ce moment-là la métaphore du train, nous étions dans le compartiment moyen. Il y avait la dernière classe, c'était les musulmans, la première classe, c'était évidemment les colonisateurs, et nous étions entre les deux. Et on essayait, si vous voulez, de nous dire, mais attention, on va vous massacrer, mais nous sommes là pour vous protéger, etc., jusqu'au moment où il y a eu les lois scélérates de Vichy, où on nous a montré qu'on ne nous protégeait pas tellement et qu'on pouvait y passer aussi. Et là, on a trouvé des gens qui ont dit ça ne peut pas être comme ça, parce que l'enseignement que nous avons reçu, que l'islam nous a appris, c'était de les considérer comme nos frères. Bien sûr que je ne vais pas être angélique et de dire qu'il n'y avait pas des citoyens de seconde zone, c'est évident. Mais petit à petit, ces signes que je vous ai indiqués disparaissaient. On n'était plus obligé de porter le petit tarbouche noir. On n'était plus obligé de s'habiller avec une tunique noire. On ne payait plus l'impôt des dhimmis. Il a disparu quand? Je pense... dans le XXe siècle. Oui, mais au milieu, disons, de la dynastie alawite. Au milieu, puisqu'on a commencé avec Moulay Ali Sharif, et on est arrivé au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe. Ça a quasiment disparu. Moi, en tout cas, quand je suis né, et quand j'ai vu mes parents, ils ne portaient ni habits, ils portaient des habits européens parce qu'ils étaient européanisés. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais quand vous dites sur les Marocains juifs, donc il y a deux catégories pour aller vite. Il y a les citadins et les ruraux. Oui. Alors, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les ruraux étaient insérés, étaient dans la société. Plus dans l'environnement. Voilà. L'environnement. Par contre, on sait tous qu'il y avait dans les milieux citadins des quartiers juifs, donc ce qu'on appelle le Mellah. Oui. Voilà. Ces quartiers juifs étaient grands, ils ont disparu aujourd'hui, et ils étaient faits dans une optique de protection, de contrôle, ou bien de réflexe un peu de refus de se mélanger. C'était quoi l'idée derrière tout ça? Ça va peut-être vous surprendre, mais jusqu'à aujourd'hui, on diverge sur l'origine du mot mellah. Certains disent, mais mellah, ça veut dire sel, parce que nous salons la viande avant de la manger, pour en extraire l'hémoglobine. Certains disent, c'est parce qu'on est à côté d'un lieu où il y a du sel et qu'on le prend. On ne sait pas, c'est peut-être un peu de ces différents sens. Mais pourquoi ça a été fait? Et ça a été fait par des sultans alaouites, comme par exemple Moulay Hassan Ier, qui, pour protéger cette communauté juive pour laquelle il avait une grande affection. On rappelait que quand il était malade, les médecins juifs sont venus à son chevet et qu'ils ont prié pour son salut. Et quand il s'est rétabli, il a été extrêmement reconnaissant et il aimait cette communauté. On l'a appelé d'ailleurs, dans notre communauté, on l'appelait le grand roi.
C'était le grand roi. On va rappeler qu'il a commencé son règne, je pense, en 1873. À peu près. En effet, 1873, vous voyez, sur la France, c'est 2 ans après Sedan. C'est la fin du Second Empire, donc le début de la Troisième République. Et en effet, il avait pour cette communauté, je le répète, parce que ça m'a été rapporté sur le plan familial, une énorme affection. Il a commencé à avoir des tailleurs, des bijoutiers juifs dans lesquels il avait toute confiance. Et donc cet espace citadin, un peu isolé, comme on dirait la Médina. Quand les villes marocaines étaient toutes petites, on disait il y a la Médina. Mais on disait à côté il y a le Mellah. Et on était côte à côte. On passait de l'un à l'autre. On allait peut-être faire des fois des courses, etc. Eh bien, une première raison, c'était de les protéger. Parce que la nuit, on fermait le portail quartier. Et donc ils étaient protégés des pillards. Puis il y avait des périodes, vous savez, dans les interrègnes dramatiques. Entre 2 rois, rappelez-vous Moulay Hafid, tout ce qui a été passé, le pogrom de Fès, n'est-ce pas, les femmes violées, les choses terribles qui se sont passées, et c'était pas le roi, c'était des gardes ou c'était des tribus qui venaient, qui ont profité pour faire la razzia, et nous avons payé les faux cassés. Vous parlez du pogrom de Fès, j'allais justement vous poser la question pas spécifiquement de celui-là, mais est-ce que votre histoire a connu ces pogroms ? Moi ? Pas la vôtre personnellement, mais est-ce que, parce qu'on a l'habitude, enfin quand on pense pogrom, enfin moi en tout cas dans ma tête, j'imagine beaucoup Europe de l'Est en particulier. Non, j'ai utilisé ce mot. Pogrom marocain. J'ai utilisé ce mot peut-être maladroitement. À Fès, quand ça s'est produit, dans la mémoire des Fassis, je me rappelle de mon arrière-grand-mère, elle me disait « Abni, tritle ». C'était un tremblement de terre, tritle. C'est-à-dire que c'était un séisme. Voilà comment il le définissait. Dans quelle année cette... C'était juste avant la signature du traité du protectorat, c'est-à-dire 1910, vous êtes dans ces zones-là. Donc comment on peut décrire ces événements ? Vous avez dit les gardes ? Non. Vous aviez 2 rois. Voilà, vous aviez Moulay Hafid est parti de Marrakech, au Hark, à la Moulay Abdelaziz. Qui était à Fès. Moulay Abdelaziz était à Fès. Et Moulay Abdelaziz s'est enfui parce qu'il n'avait pas le poids. Donc, les troupes de Moulay Hafid sont arrivées à Fès. Oui. Il y a eu conjonction avec probablement des tribus qui ont sont dit c'est le bon moment, on va en profiter. Et c'est le quartier juif qui a payé, mais on payait aussi un tribut très lourd des musulmans pauvres également. Est-ce que c'est allé jusqu'au meurtre ? Il y a dû sans doute avoir des gens qui sont morts. Je vais essayer de faire appel à ma mémoire. Et je me souviens qu'on me disait qu'à cette époque-là, pour sauver les Juifs, pour les mettre à l'abri, il y avait une intervention, probablement d'un père de mon grand-père, qui était déjà tailleur, et qui est allé supplier le roi, qui allait, Moulay Hafid, de parquer les Juifs du Mellah dans des anciennes cages d'animaux exotiques. Les rois avaient toujours des lions, des choses comme ça, mais qui étaient vides. Et donc, on les a mis à l'abri d'une certaine façon. En prison, en fait. Oui, mais pour les protéger. Pour les protéger. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous avez des interrègnes, et j'insiste là-dessus, qui sont avec des crises sociales, avec aujourd'hui on dirait des mouvements séditieux, évidemment, les minorités, parce qu'elles sont affaiblies, parce que ce sont des proies faciles, payent, comme on dit vulgairement, les pots cassés. Mais il ne faut pas en faire... c'est une des pages sombres de notre histoire, c'est clair, mais il y a eu à côté de ça des pages roses. Alors venons-en justement à cette page rose que vous avez commencé à nous décrire rapidement, on va revenir dessus, sur donc la France vichiste qui souhaite appliquer aux Juifs du Maroc le même sort qu'elle a réservé aux Juifs de France et qui se heurte à un refus. C'est bien ça. En tout cas, c'est nous, telles que les choses nous sont présentées. Si elles sont moins glorieuses que ça, n'hésitez pas à me rappeler la vérité. Écoutez, sans problème. Je peux l'entendre. Quand il s'est créé en France ce qu'on appelait le Haut Commissariat aux Affaires Juives, qui était dirigé par des pétainistes convaincus que les Juifs étaient une race inférieure, etc. Bon, ont été votées les lois scélérates en France. On les appelle scélérates parce qu'elles ont condamné les Juifs à être déportés,
à être raflé avec la collaboration de la gendarmerie française. C'est maintenant établi, et la preuve, c'est qu'on s'en est excusé. Le président Chirac, devant... Bon, on ne va pas refaire l'histoire, c'est reconnu. Bien. Et certains, évidemment, ont commencé à se dire, mais parce que n'oubliez pas que beaucoup de certains, en tout cas, hommes de partis politiques, se sont enfuis de France. D'abord, ils sont allés à Bordeaux, dans la zone dite libre, mais qui a été occupée, et ensuite, ils ont traversé la Méditerranée. Vers les colonies. Par exemple, vous aviez Mendes France, vous aviez Georges Mandel, vous avez donc des gens extrêmement connus sur le plan politique qui, après, ont joué un rôle après la guerre. Et donc, ce haut-commissaire aux affaires juives s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les colonies, c'est-à-dire chez nous. Et ils se sont dit, nous allons convaincre le sultan, parce que n'oubliez pas que nous étions sous un régime de protectorat où on disait, nous respectons l'institution monarchique, mais nous allons faire un pays moderne. Oui, quand on lit le traité du protectorat, ça ressemble à un traité de coopération, en fait, quand on le lit. On va faire des réformes, on va moderniser. Mais rappelez-vous... la tutelle a l'air très légère quand on lit le texte. Quand Moulay Hafid a signé, l'anecdote dit, le résident général lui dit, mais vous savez, Majesté, ce n'est que provisoire. Nous allons vous aider. D'abord, vous allez pacifier le pays. Notre armée sera à votre disposition, puisqu'il y avait Bled Shiba ou Bled Makhzen. Et nous allons vous aider à établir le Makhzen. Et alors, le roi, dans son humour, une certaine sagesse, il dit, mais vous savez, quand Dieu a créé la terre, il a dit que c'était provisoire. Et puis pourtant, nous sommes toujours là. Donc, il lui faisait comprendre que ce provisoire avait double sens. Alors donc, dans l'état de ses rapports, on a essayé de faire pression sur Mohammed V, sur Sidi Mohammed Ben Youssef. Et parce que c'était le moment où il régnait, n'est-ce pas? Et donc, puisque Moulay Youssef ne l'avait pas destiné, c'était pas celui à qui on pensait, c'était Babé, mais bon. Les Français ont joué avec le Maamri, etc., pour dire voilà l'homme docile, l'homme qui va vous obéir et qui va tout faire. La preuve en est, c'est qu'il n'a pas tout à fait été obéissant. Et ils sont trompés. Et donc, l'incident, c'est qu'il y avait des tensions entre la résidence générale et le palais. Et ils lui ont passé des daïrs dans lesquels il était dit qu'on applique ces lois. Et donc, les Juifs devaient déclarer leurs biens. Les Juifs, je me rappelle, certains disent qu'ils avaient déjà quitté le lycée, expulsés. Ceux qui habitaient dans la périphérie du Mellah de Rabat, on leur a fait comprendre qu'il valait mieux retourner au Mellah. Il y a des gens, je les connais, de ma famille ou proches, qui n'ont pas passé le bac parce qu'ils ont été expulsés. Ils ont ensuite repassé le bac et ils ont continué des carrières de médecins ou tout ce que vous voudrez. Donc, il y avait déjà des mesures qui commençaient à s'appliquer. Et mon père m'a dit qu'ils avaient commencé à rédiger la déclaration de biens, y compris jusqu'aux cuillères, fourchettes, etc. Et une autre personne m'a dit, et ça a été vérifié, que Mohammed V, Sidi Mohammed Ben Youssef, sous le couvert, faisait envoyer des messagers, dont certains étaient juifs, à Fès et ailleurs pour leur dire « ne déclarez pas ». Ou en tout cas, traînez les pieds. Et ensuite, ces déclarations qui avaient été faites sous la pression, il les a fait brûler, de façon que vous ne sachiez pas qu'un tel avait telle chose ou telle autre. Regardez l'intelligence politique. Mais devant le résident général, à la fête du trône, quand l'autre vient lui dire « les Juifs, Majesté », et le roi dit « ce sont mes sujets, et ce sont des gens comme les autres ». Il n'empêche que la pression continuait, parce que qui gouvernait à ce moment-là? C'était la résidence générale. Ne soyons pas naïfs. À votre avis, selon votre vision, est-ce que cette fameuse réponse, ce sont mes sujets, est-ce que le sort des Juifs marocains était un enjeu de pouvoir entre la résidence et le sultan, ou bien il y avait une véritable volonté par attachement de protéger cette partie des Marocains? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est dans un blocage philosophique, humaniste ou politique? Vous savez, un roi, même qui n'avait pas d'instruction politique, qui n'avait pas été formé, mais qui était un bon musulman et qui avait du flair, qui sentait les choses. Son fils a fait des études politiques. Il a fait une licence en droit, il a fait un doctorat en droit, etc. Donc c'était quelqu'un qui a été formé pour être roi. Mohammed V a été choisi.
Et ça lui est tombé sur la tête. Et il a fallu qu'il assume. Alors, dans cette posture, il y a sans doute de la réelle politique. Mais en même temps, et ça je peux l'assurer, de l'histoire de ma famille, il y avait une vraie affection. C'était un philosémite, si vous voulez utiliser les mots modernes, c'était un philosémite. Il aimait la communauté juive. Il aimait ses serviteurs de culture juive qui étaient à sa disposition et qui gardaient les choses pour eux, ne disaient jamais rien et qui étaient des gens loyaux et fidèles. Il les avait toujours appréciés. Et il avait chaque fois montré à la communauté juive, en recevant le grand rabbin, en écoutant ses conseils. Je me rappelle que même, c'est pas Mohammed V, mais son fils, Hassan II, demandait souvent au grand rabbin quel était l'anniversaire exact de la mort de Moïse parce qu'il jeûnait. Bon, mais revenons à nos moutons. Il y avait de la réelle politique, mais il y avait de la sincérité. Mais le rapport de force était inégal. Le rapport de force n'était pas en faveur du roi, il était en faveur de la résidence. Bien sûr. Et donc il a fini par signer les daïrs. Mais il a été habile, il a dit « Sarah Filbel ». Sarah Bilbel. Ça veut dire « j'ai pris note ». Je n'ai pas approuvé, j'ai pris note. Alors certains peuvent dire « oui, mais quand même, il a accepté ». Mais 42. 42, c'est le sauvetage. Les Américains débarquent. Nogues, voilà le résident général, Nogues s'enfuit au Portugal. Il était évidemment un pétainiste aussi, etc. Et donc les circonstances historiques ont fait que nous avons été sauvés par le roi, mais nous avons été sauvés par les débarquements américains et par les circonstances de ce qui allait se passer par la suite. Moi, je suis un produit du protectorat. J'ai fait les écoles suivant les programmes français, j'étais au lycée, j'avais un proviseur, j'ai appris à jouer au rugby, etc., etc. J'ai eu une éducation de type bourgeois français, parce que mon père considérait que c'était le modernisme, c'était l'émancipation. Les Juifs allaient enfin sortir du Moyen-Âge pour aller vers la modernité. Bon, le fait est qu'on a commis des erreurs, parce qu'on ne m'a pas appris l'arabe. Je parlais de Darija, et je le parle toujours. Mais je n'ai pas appris l'arabe littéraire. C'est après que j'ai pris des cours à l'UNESCO, où je suivais quelques cours. Ça ne veut pas dire que je suis maintenant un arabisant distingué. Mais j'ai compris que j'avais perdu un train. Bon. Mais, par ailleurs, on nous a ouvert les yeux, parce que, au moment de l'indépendance, nous étions modernes. Tous les cabinets des ministres étaient pris par des juifs. Et c'était bien. Parce qu'ils apportaient leur contribution, leur savoir-faire, leur instruction, etc. Et on avait besoin de cadres à ce moment-là. Donc, vous voyez, à une période difficile, succède une période, comme souvent dans l'histoire, où il y a eu le wifaq, il y a eu le mélange avec la communauté musulmane, les entendements, etc., etc. Et je pense que la création de l'État d'Israël va changer la donne au Maroc. Bien sûr, mais non seulement la création de l'État d'Israël en 1948, mais le panarabisme. C'est-à-dire, quand vous recevez Nasser au Maroc, on l'a reçu. Il a défilé à l'avenue Mohammed V avec Sa Majesté. C'est-à-dire qu'il y a eu, à ce moment-là, il faut le reconnaître, un discours panarabe. Nous sommes dans la Ligue arabe, nous sommes dans la zone, et par conséquent, ce qui se passait en Israël, en Palestine, la façon dont les Palestiniens ont été traités, tout ça a joué. Il a joué sur nous, il a joué sur les autres, parce que nous, on n'était pas tellement à l'aise. Parce que culturellement, on se sent juif, on se sent en phase, tout en étant évidemment marocain d'abord. Mais certains se sentaient plus parfois israéliens que marocains. C'était compliqué. C'était compliqué. Encore, c'est une période difficile. Parce qu'il y a eu des guerres. Oui, mais parce que vous avez aussi des gens comme Abdelkhalek Torres, qui écrivaient des choses, mais vraiment pour démolir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces juifs? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à foutre le camp, on n'en veut pas d'eux, etc., etc., comme ils ont expulsé les Palestiniens. Vous aviez des écrits comme ça, vous pouvez les retrouver. Et même Al-Fassi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avait parfois des propos un peu partisans, parce que bon, il était d'abord pour la cause arabe, ce qui est normal. Cette création de l'État d'Israël lui paraissait un peu, j'allais dire, pardonnez-moi le mot, surréaliste. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Bon.
Mais est-ce que donc une montée d'un ressentiment vis-à-vis des Marocains juifs, qui, d'après ce que vous m'expliquez, correspond à une sorte de regarder ce qu'ils font aux Palestiniens en Israël, faisons la même chose avec les Marocains juifs, c'est ça? Ou ça vient de plus loin? Voilà ma question. Ou est-ce que ça vient de plus loin? Non, il y avait des garde-fous. On ne pouvait pas les traiter de la même manière parce que souvent les souverains ont répété ces Marocains sont d'abord des Marocains. Qu'il y ait l'affaire au Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient. Moi, j'ai entendu Arafat me dire à moi personnellement, à l'UNESCO, je vous connais, nous n'avons rien contre les Juifs marocains, nos affaires, c'est avec les Israéliens. Donc il faisait bien la différence entre ces Marocains qui avaient une certaine authenticité, nous sommes quand même dans ce pays, nous avons des racines profondes dans ce pays. On ne peut pas dire qu'on est comme des confettis, on n'est pas des confettis, on est dans ce pays, enracinés. Et jusqu'à maintenant, chacun d'entre nous, il a sa marocanité qu'il gère d'une certaine façon. Donc, après la création de l'État d'Israël, où avaient déjà émigré des Juifs, des Marocains juifs. Bon, à cette époque, on disait Juifs marocains. Bon, moi, j'avais 2 oncles qui étaient bijoutiers et ils sont allés, ils ont d'ailleurs passé pas mal de temps dans les geôles britanniques à Chypre avant d'arriver en Israël. Avant la création de l'État d'Israël en 1948. Donc, ils sont arrivés peut-être en 1947 ou en 1946, peu importe. Donc, depuis cette affaire israélo-palestinienne qui nous taraude, qui nous ronge jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer, malheureusement, moi je ne verrai pas la paix de mon vivant. Alors que j'ai milité pour la paix, j'ai tout fait pour qu'on voit un jour la paix. Et on a eu des espoirs. Rabin, par exemple. Eh bien, cette affaire, depuis qu'elle a démarré, nous a mis mal à l'aise. Nous étions mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait pas de ces sujets-là. Il ne fallait pas en parler, c'était un peu tabou. Vous voulez dire entre vous ou bien avec entre moi et mes collègues, par exemple, de faculté. Voilà. Oui. Je parlais de toutes choses, sauf de ça. Parce que ça pouvait être le point de discorde brutal. Mais comment tu peux parler de ça, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, je peux parler avec lui, je peux parler avec lui en disant, oui, ben, il y a Israël et il y a les Palestiniens et on doit leur donner à chacun haqqom, etc., etc. Avoir un discours raisonnable, un discours basé sur la justice, la solidarité. Et nous sommes plusieurs à le penser. Ça ne veut pas dire que nous nous mêlons des affaires d'Israël, ce n'est pas notre rôle. Il y a un gouvernement qui se démerde. Mais nous pouvons avoir une idée sur un conflit. Parce que ce conflit nous intéresse à nous en tant que Marocains d'origine juive ou de culture juive, avec l'histoire que nous charrions avec nous, que nous avons en nous. Voyez-vous ce que je veux dire? Très bien. Donc, vous comprenez que ce sont toujours des sujets, et vous avez raison de le dire à vos auditeurs, qui sont délicats. Ça ne peut pas être noir et blanc, c'est du gris. Il y a beaucoup de gris, si vous voulez. Et donc, ce que je vous traduis, c'est des sentiments de communauté. On peut utiliser le mot. Quand c'est vous, c'est bon. Ben non, parce que le mot a été créé. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Nous avons le daïr qui est toujours en vigueur. On parle de la communauté juive, est organisée de la façon suivante. Il y a un conseil des communautés israélites du Maroc. On nous appelait les Israélites. Bien sûr. Et moi, quand on me disait, mais qui vous êtes? Je dis, moi, je suis marocain. Ah bon, vous êtes marocain musulman? Non, non. Ah, vous êtes israélite? Ah, c'était le mot qui était utilisé plutôt que le mot juif. Moi, je préfère le mot juif. Mais dans notre constitution, nous avons eu un débat. Et on a dit l'hébraïa. Hébraïque. Ce qui est effectivement, sur le plan et linguistique, et même de l'histoire, c'est vrai. Nous étions de culture hébraïque. Un dernier petit épisode sur lequel je voudrais vous solliciter, c'est celui des départs, on peut dire massifs, une énorme partie de la population marocaine vers alors Israël, l'Europe, les États-Unis, je pense le Canada, voilà. Oui. Alors l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud également. Alors, par exemple sur Israël, dans quelles conditions s'est fait ce départ? Écoutez, on les connaît. Et moi, souvent, je dis, ce débat, nous l'avons déjà eu. Et nous l'avons traité, et ça suffit de répéter et de revenir sur cette affaire. Oui, les Juifs ont quitté le Maroc à différentes périodes. Ça n'a jamais été une spoliation et une expulsion. Ça a été des destins personnels
amalgamés qui faisaient que 100 juifs partaient, 400 juifs partaient, 1000 partaient, 3000, 4000. C'était le regroupement sur les côtes de toutes les communautés de l'intérieur. Les communautés se sont vidées. Il n'y avait plus de rural pratiquement. Mais il y a toujours, vous pouvez aller les voir, les traces. Et donc, ils se sont allés vers les villes et de là, ils sont partis. Alors, pourquoi ils sont partis? Ils sont partis parce qu'il y avait ce sentiment qu'ils allaient être visés, que c'est des traîtres à la patrie, que bon. Ils sont partis, certains d'entre eux, les plus pieux d'entre eux, parce que l'an prochain à Jérusalem, c'était messianique. Et troisièmement, des raisons économiques, parce qu'il y avait aussi des questions de gens qui ne gagnaient pas leur vie. Et ceux qui sont partis étaient la partie la plus pauvre de notre communauté, pour utiliser le mot. Bien. Ce n'étaient pas les plus bourgeois comme moi. Ce n'étaient pas les intellectuels, le peu qu'on avait. Et d'ailleurs, les gens de l'agence juive qui recrutaient, et qui étaient autorisés sous le manteau à recruter. C'était ma question. Oui, bien sûr. Mais lisez Simon Lévy. Il a très bien expliqué la chose. Bon, on peut le critiquer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut être plus nuancé. Très bien. Mais les recruteurs de l'agence juive n'ont eu que ces gens-là. Parce que le bourgeois disait non, moi je veux aller au Canada, moi je veux aller en Europe. Et donc, ils ont peuplé souvent des villes israéliennes frontalières, avec la Jordanie, etc. Et il y a toujours encore aujourd'hui, même si les choses se sont beaucoup mélangées, nous sommes à la 4e génération ou plus, donc il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu des mariages mixtes, quand je dis mixtes, c'est entre juifs ashkénazes et juifs séfarades. Et donc tout ça, c'est un creuset, et mais toujours dans ces villes, on se souvient que les premières communautés juives étaient là, dans la pénibilité du travail, parce que c'était vraiment très dur à cette époque. L'État d'Israël se crée de rien du tout. Et mes propres oncles ont été de cette vague migratoire. Fin des années 40. Oui, vers 45, 46 si vous voulez. Et ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Ils n'étaient pas d'une catégorie sociale favorisée. Ils étaient de modestes artisans, ils étaient des bijoutiers, mais c'était des scouts. Mettons qu'aujourd'hui, on peut évaluer à l'époque que 500 à 600 000 juifs d'origine marocaine se sont rendus en Israël, à peu près. 500 000. Même un peu plus. C'est énorme. La preuve, c'est qu'ils ont été, avant les Russes, parce que jusqu'à ce moment que les Russes vont arriver, ils étaient la première communauté juive, disons, parce que sans avoir un classement ethnique, on disait ce sont des juifs séfarades d'origine marocaine, d'origine syrienne, d'origine égyptienne, etc. Nous étions la première communauté, disons, extérieure. Après, quand les Russes sont arrivés, ils sont devenus les premiers. Bien sûr. Les Ashkénazes. Oui, essentiellement, les Russes sont des Ashkénazes. Vous avez raison. Donc, les agents israéliens recrutés, vous avez dit? Oui. Voilà. Les autorités marocaines encouragées? N'encouragez pas, mais laissez faire. D'accord. Il y a eu des drames. Le Pisces, le bateau qui a coulé au large de nos côtes du Nord, et d'ailleurs, il y a un cimetière où ils sont enterrés. Il y a eu des pèlerinages, il y a eu parfois des polémiques. Est-ce que le roi était au courant, pas au courant? Est-ce qu'il y avait des passeports collectifs, pas collectifs? Parce que c'était aussi un monde, rappelez-vous, Est-Ouest. C'était un monde où il y avait des rapports de force. Et donc, les Américains faisaient pression. De l'autre côté, les Arabes disaient « Mais non, vous n'allez pas faire ça. Comment vous pouvez faire ça ?» Il y a eu des accommodements. Ces accommodements se sont faits sans drame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de conversion, etc. Ils sont partis et on les a laissés partir. Point. Alors, on sait qu'il y a des lieux de pèlerinage au Maroc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Je sais qu'il y en a un près de Ben Hamel, je pense. Surtout à Ouizzane, à Gênes. Mais vous en avez partout, dans tout le Maroc. Donc, qui reçoivent toujours des... Tout à fait. Et pas que des Israéliens, ils reçoivent des gens de l'Amérique du Nord. Ils aiment ce pays, ils y reviennent avec plaisir. Ils vont évidemment, ceux qui sont pieux, sur les lieux de pèlerinage. Il y en a des dizaines, parce que nous sommes
dans une culture, dans un pays de la culture des saints. Le culte des saints, c'est quelque chose qui se rattache au soufisme, etc. Certains disent que ce sont des hérétiques. Non, mon père d'ailleurs, son père lui disait « ne va pas à ces endroits-là ». Parce qu'il considérait que ces pèlerinages, pour des gens qui étaient comme ils étaient, n'étaient pas corrects par rapport à la religion. Ils n'y croyaient pas. Et il y avait une fameuse pèlerinage à Salé, où on honorait, n'est-ce pas, on honore toujours un juif qui est entouré au cimetière de Salé, la Iloula de Orpeankawa de Salé, et vous en avez dans tout le pays. Donc, les musulmans avaient leurs saints, nous avions les nôtres. Parfois, c'était le même, à qui les uns et les autres rendaient visite pour les miracles qu'il avait accomplis. Et ça nous renforce dans notre marocanité. Ce sera un excellent mot de la fin. Merci, Monsieur Sasson, pour ce récit. Merci à vous. Et pour ces éclaircissements. Retrouvez-nous sur Radio Ma'alif pour un nouveau podcast Histoire. On a encore beaucoup de choses à vous dire et plein de gens passionnants à vous présenter. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.